L'entretien des patriotes, bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Après ses révélations sur Macron, Olivier Marleix, député LR, retrouvé pendu. Macron, accélérateur de pauvreté. Avant de traiter ces deux informations et beaucoup d'autres, vous connaissez la coutume sur cette chaîne. Je commence toujours mon entretien par remercier ceux qui m'ont permis justement de le produire, car ils m'ont financé à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur des fidèles parmi les fidèles: Yann Penaud, ma chère Anissé, Bernard Carré, JP Poignant, Figura, Dojak, Philippe Bohen, Thierry V, François Colna et Crisis. Merci à eux du fond du cœur. Et puis je tenais à vous remercier pour votre soutien indéfectible. Oui, il faut aider la réinformation en ces temps douloureux. Eh bien, comment faire? C'est simple, il suffit de lever le petit pouce, activer la cloche notification, écrire de gentils messages et diffuser sur d'autres réseaux sociaux. Effroi et stupeur, le député Olivier Marleix a mis fin à ses jours. Il a été retrouvé pendu. C'est ainsi qu'est présentée la mort d'Olivier Marleix dans la presse aux ordres. Permettez-moi d'en douter, nous avons quelques éléments qui remettent en cause cette version très officielle. Nous y reviendrons. Mais qui était le député LR Olivier Marleix? Eh bien, vous le connaissez parce que j'ai souvent diffusé dans ses entretiens ses interventions à la Chambre. C'était un pourfendeur de la corruption macroniste. C'était donc peut-être le seul député LR droit, souverainiste et honnête. Au micro de Sonia Mabrouk au sujet du patriotisme du poudré. Du Alstom, Alcatel, Technip, qui a vendu toutes nos entreprises, qui a laissé faire une fusion Fiat, un peu PSA Fiat, pas très glorieuse non plus. Enfin, on dirait voilà, que c'est un dépeceur. On dirait que c'est quelqu'un qui a vendu nos fleurons. Vous diriez ainsi? Parce que là, il a vendu nos fleurons, Emmanuel Macron. Cette intervention d'Olivier Marleix reprend non seulement ce qu'il avait présenté dans une commission, mais également ce qu'il avait expliqué dans un essai, Les liquidateurs, ce que le macronisme inflige à la France et comment s'en sortir. Depuis 40 ans, une élite européiste, pour ne pas la nommer, veut liquider la France. Depuis 2017, les européistes sont au pouvoir. Olivier Marleix a été l'un des premiers hommes politiques à dénoncer les mœurs d'une certaine élite au moment de la vente d'Alstom. C'est à cette occasion qu'il a rencontré celui qui deviendrait un des plus grands liquidateurs du pays, Emmanuel Macron, alors ministre de l'économie. Depuis 2017, le jeune président poursuit son projet, ouvrir les portes de la France aux capitaux et gouvernances étrangers, à une mondialisation déloyale. Dans cet essai, Olivier Marleix fait un bilan sans concession des années En Marche, où les intérêts privés et l'appétence pour l'argent ont définitivement supplanté l'intérêt général. Il nous dit ainsi combien il est urgent d'en finir avec le macronisme, au risque sinon de voir notre souveraineté défaite et notre pays et ses industries définitivement liquidés. Un essai indispensable, que j'ai d'ailleurs souvent cité pour illustrer le pacte de corruption d'Emmanuel Macron. Karen Tardy. Olivier Marleix s'était notamment illustré par son combat contre les conditions dans lesquelles la branche énergie Alstom avait été cédée à l'américain General Electric, à l'époque où le poudré était au ministère de l'économie. Un homme courageux qui avait présidé à ce sujet une commission d'enquête parlementaire et avait été jusqu'à saisir le parquet de Paris début 2019 en dénonçant un potentiel pacte de corruption dans le cadre de la campagne présidentielle de 2017. Au point que l'association Anticor lui avait décerné le prix éthique. Olivier Marleix visait donc Emmanuel Macron, General Electric et la banque Rothschild. Quand l'actionnaire de référence Bouygues, c'était tout à fait son droit, avait missionné sa banque d'affaires, Rothschild en l'occurrence, pour lui demander de trouver un repreneur pour ces 3 milliards immobilisés dans Alstom. Donc, trouver quelqu'un capable de racheter la branche énergie d'Alstom. Rapidement, General Electric a été identifié. Les discussions ont commencé en réalité dès l'été 2013 entre Bouygues et General Electric. Et puis, M. Cron a été, quoi qu'il en dise, mis devant le fait accompli. Voilà. Et plus grave, l'État a de toute évidence eu l'information sur laquelle Bouygues voulait se désengager, puisque notamment le secrétaire général adjoint de la présidence de la République de l'époque
Emmanuel Macron, passe comme par hasard à l'automne 2012, commande d'une étude très précise. Qu'est-ce qui se passe si Bouygues se désengage d'Alstom? Et à ce moment-là, en réalité, l'État acquiesce. Et c'est là qu'il y a un vrai problème, c'est là qu'il y a un scandale d'État, parce que la procédure, elle n'est pas entre les mains du secrétaire général de la présidence de la République. La procédure, s'agissant de la protection de floraux industriels, elle est entre les mains du ministre de l'économie, qui en l'occurrence a été court-circuité. Il n'y a donc plus personne pour défendre l'intérêt national, se plaignait Olivier Marleix. Plus qu'une charge contre le macronisme, le député d'Eure-et-Loir signe avec les liquidateurs, Robert Laffont, une réflexion passionnante sur 4 décennies de capitalisme mondialisé. Le bilan qu'il en dresse est sans concession. Au nom de leurs intérêts privés, les élites, et particulièrement européistes, mondialistes au pouvoir, ont liquidé notre industrie et notre souveraineté. Et pour conclure sur ce dossier Alstom, Olivier Marleix annonçait 300 millions d'euros de rétrocommission lors de la vente de la branche énergie d'Alstom à General Electric. De quoi financer, par exemple, une campagne électorale, si vous voyez ce que je veux dire. Olivier Marleix a toujours été du côté du peuple. Les ZFE, par exemple. Les ZFE, c'est le retour des octrois supprimés à la Révolution française. C'est une atteinte à la liberté de circuler, à l'égalité des citoyens, oui, puisqu'ils n'ont pas accès aux mêmes aides, et à la fraternité, ségrégation territoriale organisée. Paix, tendresse au fond de l'âme. Pendant la pandémie, il s'était élevé contre la politique d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron avait très envie d'emmerder les non-vaccinés. C'est indigne d'un président de la République de parler en ces termes des Français, quels qu'ils soient ou pour quelque raison que ce soit. Il y a une obligation vaccinale? Non. Ils enfreignent une loi? Non. Alors ils ont le même droit au respect que tous les Français. Et nous avions vu également Olivier Marleix batailler contre le renouvelable. Le président du groupe LR, Olivier Marleix, à l'époque il était président du groupe LR à l'Assemblée nationale, et 58 députés de son groupe expriment leurs vives inquiétudes envers le projet de loi destiné à accélérer les énergies renouvelables qui vise à limiter au maximum les procédures conditionnant la création d'éoliennes. Olivier Marleix était donc l'avocat infatigable de notre souveraineté énergétique. De facto, il était devenu la tête de turc des macronistes. L'affaire du doigt d'honneur avec Dupond-Moretti. Olivier Marleix, c'était celui à qui Dupond-Maserati a fait un bras d'honneur après que le député a rappelé à la France entière que Dupond-Maserati était un garde des Sceaux mis en examen. Nous avions vu également Olivier Marleix s'opposer vivement à la nomination de Richard Ferrand à la tête du Conseil constitutionnel du fait de ses affaires. Et pas que. Le 19 février, Olivier Marleix, LR, avait dénoncé un deal caché entre Emmanuel Macron et le Rassemblement national après la nomination de Richard Ferrand au Conseil constitutionnel. Vous l'avez compris, Olivier Marleix n'avait pas que des amis. Et il disparaît dans des circonstances très mystérieuses. Disparition d'Olivier Marleix, ancien président des députés LR à l'Assemblée nationale. Le député Les Républicains d'Eure-et-Loir, fils de l'ancien ministre Alain Marleix, a mis fin à ses jours dans des circonstances qui restent à élucider. Et circonstances étonnantes, à l'heure où je tourne, il n'y a toujours pas de lettre d'explication. Pas plus tard qu'hier, Olivier Marleix intervenait sur son territoire pour annoncer de très bonnes nouvelles à ses administrés. On peut le voir tout sourire sur Facebook. Bizarre pour quelqu'un qui s'apprête à mettre fin à ses jours. D'ailleurs, il n'a laissé aucune lettre. Autre circonstance troublante. Éric de Nessé et Olivier Marleix ont tous deux dénoncé la vente d'Alstom Energy à General Electric, expliquant que l'État sacrifiait les intérêts français au profit des Américains. Autre circonstance encore plus troublante, Olivier Marleix allait sortir un livre, La dissolution française, la fin du macronisme. À l'intérieur, Olivier Marleix dénonçait la corruption et la perversité de la Macronie. Ce livre s'annonçait explosif. Comme je vous disais hier, Macron doit faire face à son horrible bilan. La Macronie est en train de s'effondrer. Alors si un homme politique, reconnu comme Olivier Marleix, révélait au grand public les responsabilités d'Emmanuel Macron, ça serait la fin pour toute cette caste. Ils ont peur. Il faut se méfier des gens qui ont peur.
et les morts arrivent par cascade ces temps-ci. 2 agents de la DGSI se donnent la mort en l'espace de 2 jours, ce que l'on sait. Ces décès interviennent surtout alors que plusieurs agents de la DGSI ont mis fin à leur jour ces derniers mois, dans des circonstances distinctes. Ainsi, le 3 juin dernier, un officier de service a été retrouvé sans vie dans sa voiture de service à Levallois-Perret. En janvier 2025, 2 agents avaient déjà été retrouvés morts, l'un dans les sous-sols de la DGSI, l'autre à son domicile. Il faut ajouter que le général Delaware était mort d'une crise cardiaque bien mystérieuse. Le général Coustou avait révélé au micro d'André Berkoff sur Sud Radio qu'il avait été menacé directement d'une crise cardiaque par certains cercles proches du pouvoir. Mais comment cela est-il possible ? Un journaliste brésilien nous donne une piste. Et oui, il y aurait un escadron dans l'entourage du pouvoir. Mais c'est une théorie du complot, ça, personne n'y croit. On aimerait quand même une commission d'enquête pour être rassuré. Nicolas Bouvier, j'ai publié en mars un article d'un journaliste brésilien. Il n'y a jamais eu de procès en diffamation. L'erreur de Marlex, c'est peut-être d'être resté dans ce parti. Il était quand même un peu esseulé ces derniers temps. Entre Copé, Portelli, Wauquiez, il y avait en effet de quoi se sentir un peu seul. Et surtout Pécresse, parce que les Pécresse sont liés à l'affaire Alstom. Combien ont touché les Pécresse dans l'affaire Alstom ? Les LR. Mon Dieu. Au nom des entretiens, nous présentons toutes nos condoléances à la famille d'Olivier Marleix. En Allemagne de l'Est, il y avait une police politique qui s'appelait la Stasi. Elle avait une méthode pour décomposer ou dissoudre ses opposants. La décomposition, en allemand Zersetzung, était une technique de travail et de répression de la Stasi. Les macronistes utilisent-ils ces méthodes ? Mais non, nous sommes en démocratie, voyons. Mais voyons ces techniques pour décomposer les opposants. Eh bien, il y avait une dégradation systématique de la réputation, de l'image et du prestige sur la base de données d'une part vraies, vérifiables et dégradantes, et d'autre part fausses, vraisemblables, irréfutables et toujours dégradantes. Il y avait une sorte d'organisation systématique d'échecs professionnels et sociaux pour démolir la confiance en soi de l'individu. Par exemple, le citoyen est-allemand était privé de droits sociaux, il avait du mal à se loger, il se retrouvait au chômage, il recevait des lettres anonymes. Vous voulez en savoir plus ? Regardez dans ma description ce reportage sur les méthodes de la Stasi. Gardez-les bien en tête et écoutez ce qui va suivre. Alexandre Jardin, victime d'une campagne de diabolisation. Les maires répondent aux gueux. Nos campagnes valent mieux qu'une imposture populiste, dénoncent les maires ruraux dans Ouest-France. Une imposture dangereuse et une mise en scène condescendante ou moqueuse dans Ouest-France, les maires répondent aux gueux. Fascinant. L'injure sans aucun argument, publié dans Ouest-France, afin de peser sur les sénateurs de l'Ouest qui votent ce mercredi, sur le doublement de votre facture d'électricité et directement publié sur le compte X de France Renouvelable de l'industrie éolienne. Il ne se cache même plus. Non, c'est en quelque sorte au grand jour, le loup sort du bois. Derrière la sordide affaire du pamphlet contre les gueux qui se battent pour leur fin de mois et publié par maires ruraux dans Ouest-France, dénigrant les gueux comme des ploucs et leur mouvement mené par Alexandre Jardin comme une imposture poujadiste. Le partenariat signé le 22 septembre 2023 entre France Renouvelable, les macronistes, et les maires des zones rurales vise à accélérer le déploiement des énergies renouvelables en zone rurale. Il stipule un cadre de dialogue sur la planification territoriale, la concertation démocratique et les bénéfices locaux. Incroyable collusion. France Renouvelable a signé en 2023 un partenariat avec les maires ruraux. Ce n'est pas étonnant que le lobby éolienne instrumentalise cette lettre ouverte qu'elle a probablement initiée. La collusion entre la filière éolienne et les élus ne passe plus. Ah oui, les réseaux macronistes ont peur de perdre leur galette de 300 milliards sur le renouvelable. Ils utilisent donc des méthodes de la Stasi, la décomposition des opposants. L'argent les rend fous.
Autre cas, le journal Frontières d'Éric Tegner. Juste envie de vous partager et vous révéler quelque chose que j'ai sur le cœur. Aujourd'hui, je n'ai aucune possibilité d'avoir un compte bancaire personnel dans une banque classique. Même le prêt le plus petit, avec un maximum de garantie, m'est refusé systématiquement. Il semblerait que je sois sur un fichier, une liste qui fait warning dès que j'entreprends la moindre chose. Comment construire une vie de famille dans ces conditions? Vraiment? Dans mon travail, chez Frontières, on vit la même chose. En ce moment, on cherche un deuxième local. Mais que des refus alors que notre dossier est excellent, il est béton. Nous consacrons donc un temps fou à refaire des comptes bancaires régulièrement. À force, je suis dégoûté de ce qu'est devenu notre pays. C'est un peu l'objectif recherché par la décomposition. Et c'est la même histoire pour tous les journalistes indépendants ou les lanceurs d'alerte, de Tocsin à Régis de Castelnau. C'est le lot désormais de tous ceux qui pratiquent la réinformation, attaques de trolls, shadowban, menaces, ennuis judiciaires. La décomposition encore et encore. Et je voudrais rendre hommage à Alain G, qui infatigablement retweet ses entretiens et le travail de Fred le Parisiaste. Eh bien, dernièrement, son compte a sauté. Il ne sait pas pourquoi. Courage, Alain. Autre cas de harcèlement. Un forgeron harcelé pour avoir affiché le drapeau français dans son atelier. Insultes, dénonciations, amendes, on tente de briser un artisan parce qu'il incarne ce qu'on veut faire taire, la tradition, l'amour du pays, la liberté de créer. Son crime, être français, fier de l'être et le montrer. Quand afficher son propre drapeau devient subversif, c'est que le pays ne tourne plus rond. C'est une évidence, ma chère Camille, hein. Notre pauvre France est martyrisée et nous connaissons ses bourreaux. Le taux de pauvreté atteint un niveau record en France selon les derniers chiffres de l'INSEE. Inégalité en forte hausse et taux de pauvreté au plus haut depuis 30 ans. Le pari raté d'Emmanuel Macron. Pari raté? Vraiment? Non, pari réussi. Emmanuel Macron a fait rentrer en France des centaines de milliers de pauvres chaque année. Alors il ne faut pas s'étonner que le nombre de pauvres atteint pour la première fois les 10 millions de personnes en France et dépasse les 15% de la population logée. C'est ce que je vous montrais hier. Le projet était d'importer des migrants pour payer nos retraites. Ça finit en réforme des retraites pour nourrir les migrants, avec un appauvrissement généralisé. Le monde d'Emmanuel Macron en quelques images. L'Italie de Meloni emprunte désormais moins cher que la France de Macron. Nous n'en finissons pas de descendre. Canadair. Sur 5 Canadair qui étaient disponibles, 0 ont pu être déployés sur le feu. Macron avait annoncé fin 2022 le renouvellement intégral de la flotte française de Canadair et son passage de 12 à 16 avions. Les médias s'étaient comme toujours pâmés devant le grand génie. Et aujourd'hui, rien du vent, pipeau intégral, les slogans d'un camelot de foire. Ah, le joli monde des macroniers. Allez, le meilleur pour la fin. Non-lieu, les architectes du désastre Covid relaxé. Non-lieu pour Édouard Philippe, Agnès Buzyn et Olivier Véran. Confinement abusif, interdiction de soigner, fermeture d'écoles, ruine de milliers d'indépendants, passe sanitaire imposé sous la contrainte, et aujourd'hui, aucun responsable, aucune sanction. La justice les blanchit pendant que des soignants non vaccinés restent marqués à vie et que des millions de Français ont été contraints à une injection aux effets secondaires graves, nombreux et cachés. C'est une trahison démocratique, une gifle pour tous ceux qui ont souffert des dérives d'un pouvoir devenu autoritaire. Mais en même temps, est-on étonné? International, l'affaire qui fait grand bruit, l'affaire Gieffray. Mars, Pam Bondi affirme qu'un camion entier de documents liés à l'affaire Gieffray sera rendu public et que ces milliers de pages sont actuellement examinées par le FBI. Juillet, la ministre de la Justice déclare qu'aucune liste de clients n'a été trouvée et que Gieffray a mis fin à ses jours tout seul. L'affaire est close. C'était trop gros, il y avait trop de gros poissons. Oui, une affaire systémique. Je l'avais prédit qu'il n'y aurait pas de suite.
Elon Musk se rebiffe. Elon Musk lâche Donald Trump et annonce la création de son propre parti politique. Objectif affiché, bousculer le bipartisme et faire payer au Parti républicain ce qu'il voit comme une trahison budgétaire. Un dossier à suivre. Les pro-LCU ont du vague à l'âme, comme Clément Molin qui nous avait expliqué que la Russie allait s'effondrer. 12 soldats pour 5 km, incapables de tenir les rivières et les lignes de défense. Une défense aérienne à l'agonie. L'armée ukrainienne serait-elle au bord de la rupture? Dernièrement, l'armée ukrainienne subit des revers importants sur le front à l'arrière. Sur un tronçon, par exemple, de plus de 5 km, on compte 10, voire 12 combattants. La défense est assurée par des chauffeurs, des artilleurs et des cuisiniers. Si Clément Molin le reconnaît, c'est que c'est vraiment la fin. À Kiev, ambiance avant la chute. Alors que les difficultés persistent sur le terrain pour l'armée ukrainienne, les querelles politiques intérieures, purges et luttes intestines pourraient détruire l'Ukraine d'une manière bien plus dommageable que l'armée russe. Il faudra un jour que Macron s'explique sur les 50 milliards versés à l'Ukraine. Allez, c'est l'heure d'ouvrir la page Fantasy avec un message d'Elon Musk. Nous avons la liste de Jeffrey. Nous avons besoin de temps pour la diffuser. La liste Jeffrey est sur mon bureau. Il n'y a pas de liste Jeffrey. Oui, des clowns. Les tests, des centaines de boîtes de tests Covid contenant chacune 540 tests ont été retrouvés dans une décharge. Tout cela a été acheté aux frais des contribuables et maintenant tout est jeté. C'est pas grave, c'est Nicolas qui paie. Réflexion de Victor, d'Aubon tweet français. Avant un délinquant, c'était un voleur, un agresseur, un tueur. Maintenant, un délinquant, c'est un homme qui n'est pas pchouté ou qui prend sa voiture critère 3 un jour où il fait chaud, ou bien qui fait des tweets pour s'interroger sur les incohérences de la bio de Brigitte. Et oui, cela s'appelle le petit monde d'Emmanuel Macron. Mathilde Panot, un cas lourd. Les propos polémiques hors sol de Mathilde Panot qui annonce que les maires LFI élus lors des prochaines municipales désarmeront la police municipale et seront opposés à la vidéosurveillance. Élection municipale 2026. Prions pour qu'il n'y ait aucun Français qui puisse tomber dans le panneau de Panot. Pardon pour ce mauvais jeu de mots, mais cette folle ne mérite pas davantage. Mais certains sont très contents de la proposition de Mathilde. Désarmement de la police municipale et suppression de la vidéosurveillance, la DZ Mafia apporte son soutien à Mathilde Panot. Cela devient dément. J'espère que vous avez apprécié cet entretien. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Au revoir.